Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Je rejoins tout de suite Stéphane Bureau de l'autre côté de l'Atlantique. Bonjour Stéphane. Je suis de l'autre côté de l'Atlantique, je le confirme. 10-4, Roger Dat, Roger cela. Salut à toi, Alexandre. Bonjour Stéphane. Écoute, c'est des, somme toute, mauvaises nouvelles pour les espoirs de paix et de cesser le feu du côté de Gaza, alors que les États-Unis ont décidé d'augmenter la pression, d'arrêter, de mettre sur pause une cargaison d'armement, de bombes qui étaient censées se rendre jusqu'à Israël. Mais du côté de M. Netanyahou, on a maintenu le cap, durci le ton. On dit qu'Israël, s'ils doivent se battre seuls, le feront, même si, et je le cite, ils doivent se battre avec les ongles. C'est un ton dur puis qui présage pas un accord de sitôt, là, Stéphane. D'abord, je pense que les chances qu'ils se battent avec leurs ongles à court terme sont pas très, très grandes. Je pense qu'il y a dans les fonds de tiroir tout ce qu'il faut pour maintenir de la pression à Gaza très longtemps. Je ne pense pas non plus que jamais les Américains laisseront les Israéliens se battre avec leurs ongles. La semaine dernière, quand le président a pris la décision de suspendre une livraison de 3500 bombes sous prétexte probablement fondé, que ces bombes seraient peut-être tombées sur des populations civiles à Rafah. Il ne faisait que ajouter un peu de pression. Je ne sais pas s'il est prêt à aller plus loin dans son bluff. Puis c'est un peu la question que j'ai envie de nous poser ce matin. C'est la question de la crédibilité américaine sur la scène internationale, du poids des Américains. Est-ce que la diplomatie américaine compte encore? Est-ce qu'ils sont encore capables d'influencer le cours des choses? On est certainement très loin. Puis j'ai aucune nostalgie, mais de l'époque où il y avait ce qu'on appelait de la shuttle diplomacy, quand le secrétaire d'État, M. Kissinger, se promenait en avion entre les capitales du Proche-Orient pour essayer de négocier un accord de paix, alors qu'il y avait une guerre ouverte entre Israël et ses voisins. Et les Américains, dans les circonstances, étaient pesants, étaient capables de réunir les gens autour de la table, de dire à Madame à Golda Meir, il y a des choses que vous pouvez faire, d'autres que vous pouvez pas faire. C'est important de nous écouter. Et c'était vrai avec les Égyptiens, c'était vrai avec à peu près tous les interlocuteurs. Alors, je reviens au passé récent. Par exemple, l'administration Biden qui a essayé de façon pitoyable, il y a 15 ou 16 mois, de convaincre le grand patron, Mohammed Ben Salman de l'Arabie Saoudite. Je dis le grand patron, c'est pas lui qui a le titre, mais c'est lui qui tire les ficelles partout, d'augmenter sa production de pétrole pour aider les États-Unis et les grands pays occidentaux à faire baisser les coûts d'énergie. Parce qu'on sait que le pétrole est un intrant important quand on calcule l'inflation. Plus le prix du pétrole est élevé, plus ça a un impact en domino sur un ensemble de services à cause du transport, à cause de ce que le pétrole sert aussi à fabriquer des choses, du plastique en particulier. Donc, je ne veux pas faire ici un exposé économique, mais M. Biden était allé voir, après avoir pendant la campagne, après avoir dit à quel point le cœur lui levait quand il pensait à Mohammed Ben Salman, a raison tout particulièrement de ce qu'on sait maintenant, que c'est lui qui a ordonné la mort du journaliste dissident Khashoggi. Et pour M. Biden, c'était, je pense, la bonne formule, c'était la position, la posture optimale en 2020, dire les Saoudiens, ce sont nos alliés depuis toujours, mais il ne faudrait pas qu'ils poussent les limites. Et là, il se présente chez son ami, guillemets évidemment, Mohammed Ben Salman, en disant est-ce que vous pourriez nous donner un petit coup de pouce, est-ce que vous pourriez? Puis la vérité, c'est qu'il l'a envoyé promener. Il l'a envoyé paître, il a dit on fait ce qu'on veut avec notre pétrole, si on peut le vendre plus cher, tant mieux. Et si vous avez des problèmes d'inflation chez vous, tant pis. Entre-temps, les Chinois ont négocié une entente absolument improbable entre les Iraniens et les Saoudiens. C'est probablement dans la région les deux pays qui se détestent le plus. Musulmans, oui, mais radicalement différents. Et c'est les Chinois qui ont été les intermédiaires. Les Américains ont été absolument sortis de l'équation. Les Américains avaient aussi suspendu unilatéralement les livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite parce qu'on jugeait la guerre qu'ils livraient aux Houthis au Yémen. Aujourd'hui, autre temps, autre heure, les Américains sont très préoccupés des Houthis. Entendons-nous bien, les Saoudiens ont livré depuis une dizaine d'années une sale guerre au Yémen. Et M. Biden, peut-être à l'époque, avait-il raison, a dit un instant, vous pouvez pas utiliser nos livraisons d'armement
pour livrer la guerre comme vous le faites. Et c'est un lien avec Israël, j'y arrive dans quelques instants. Et les Saoudiens ont pris acte, on dit parfait, on a un allié qui est inconséquent, un allié sur lequel on peut pas se fier, et ont décidé de faire leur choix. Quand le conflit a commencé après le 7 octobre, il n'a pas commencé le 7 octobre, mais disons quand les choses ont explosé après le 7 octobre, M. Blinken, le secrétaire d'État, est allé dans la région, évidemment, comme Kissinger d'autres temps, mais c'est là qu'on voit la différence. Quand il s'est présenté en Arabie Saoudite, on l'a fait attendre des heures. On lui a fait faire de l'antichambre. Alors, je reviens à ma métaphore de la Rome impériale qu'on a employée un peu plus tôt cette semaine pour parler de ce qui se passe à Paris. Mais essayons d'imaginer, en d'autres temps, quand Rome était au sommet de sa puissance, qu'un messager de l'empereur envoyé en province se fasse dire prends ton temps, mon garçon, respire par le nez, le patron est pas prêt à le voir. Puis c'est exactement ce que Ben Salman a fait quand Blinken s'est présenté pour venir plaider la nécessité de, à ce moment-là, est-ce que c'était un cessez-le-feu ou autre chose, je sais pas ce qu'étaient les intentions intimes des Américains après le 7 octobre, mais on l'a fait attendre. Et c'est un message très, très clair. C'est donc la question de l'autorité américaine. Revenons donc à ce qui nous occupe en ce moment, particulièrement près de Rafah, des menaces faites par le président Biden depuis des semaines, quand il dit aux Israéliens, attention, il y a une ligne rouge que vous ne devez pas franchir, sans quoi on pourrait prendre des mesures que vous n'aimeriez pas. C'est un peu ce qu'il annonçait quand il a suspendu temporairement cette livraison de 3500 bombes à destination d'Israël. Alors donc, est-ce qu'aujourd'hui, les Américains seront davantage entendus? Alors, il faut voir comment ça s'est négocié sur la place publique, parce que M. Biden, il est sur vraiment une ligne de crête. Je répète toujours la même expression, mais il n'y a pas d'espace. C'est un sentier. Il est au sommet de la montagne, il est sur le fil du rasoir. D'un côté, il y a un mouvement d'opposition massif, organisé, et qui ne va pas se taire, qui d'ailleurs se présente pas que sur les campus universitaires, donc de contestation sur la manière dont se font les choses à Gaza. Disons que c'est sa gauche à lui qui là-dessus est implacable. Puis de l'autre côté, il y a une alliance historique avec Israël. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par se présenter au mémorial de l'Holocauste pour, bonne mesure, rappeler à tous que les incidents qui sont en augmentation apparemment aux États-Unis d'antisémitisme étaient absolument intolérables, que l'antisémitisme, ça avait commencé avant l'Holocauste et que ça avait continué depuis. C'est une évidence, il n'y a aucun doute. Historiquement, depuis toujours, les Juifs peuvent être malmenés, montrés du doigt et dans les circonstances politiques. Monsieur Biden, je pense que ce qu'il faisait, c'est qu'il plaçait les choses pour se dégager, pensait-il, un peu de marge pour être sensible aux intérêts palestiniens. Dans un premier temps, dire attention, attention, on a à l'œil tous ceux qui seraient tentés par les dérives antisémites. Et qu'est-ce qu'il fait le jour même ou sinon le lendemain? Il dit, oui, on a suspendu, je confirme, une livraison d'armes la semaine dernière, et on pourrait, s'il le faut, aller plus loin. Et je reviens donc à est-ce que les États-Unis sont un allié stable sur lequel on peut compter, parce que mercredi, on en a parlé nous aussi plus tôt cette semaine, le département d'État devait déposer au Congrès un rapport dans lequel il prend acte de ce que, oui ou non, son allié israélien a respecté les lois américaines et le droit international en fonction des armes qui lui sont livrées. Comme par hasard ou pas, on travaille toujours à l'écriture du rapport au département d'État. Il n'a pas été livré. Parce que s'il fallait qu'on arrive à la conclusion, puis je pense qu'il y a beaucoup de pression au sein du département d'État, de gens qui disent absolument, des lois américaines, le droit international a été violé, mais si on va au bout de la conclusion de tout ça, c'est que les Américains seraient obligés de suspendre leur livraison d'armes à Israël. Ils se sont engagés à le faire, c'est en fonction de la même logique qu'ils l'ont fait avec l'Arabie saoudite. Ils ont à nouveau d'ailleurs besoin des Saoudiens et je ne serais pas surpris qu'on trouve un moyen de livrer les armes qu'ils attendent en faisant en sorte qu'aucune loi ne soit violée parce qu'ils sont demandeurs auprès des Saoudiens sur d'autres enjeux stratégiques qui occupent les Américains. Alors, comme par hasard, mercredi, on n'a pas livré le rapport au Congrès. On dit ça s'en vient, ça s'en vient. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on négocie très, très fort en coulisses. On essaie de convaincre le gouvernement israélien de ne pas dépasser la ligne rouge. Et en attendant, c'est de la sémantique. Parce que le président Biden, qu'est-ce qu'il dit? Ça n'a pas commencé vraiment. Ils sont aux frontières de la ville. Ils sont à Laval, ils sont pas au centre-ville. Donc,
ils respectent notre mise en garde. C'est comme dire, ben, ils n'ont pas traversé le pont encore de la rivière, mais c'est pas Rafah, c'est la périphérie, alors que des images satellites font la démonstration claire qu'il y a des tanks israéliens qui sont déjà en place. La destruction massive va peut-être pas commencer, mais c'est de la sémantique. C'est comme si on repousse, comme on dit en anglais, les goalposts, on repousse la ligne des buts parce que M. Biden ne veut pas être pris à dire je l'ai menacé de suspension, mais j'ai pas les moyens de le faire. Ouais. Et ça, c'est très, très mauvais pour la crédibilité des États-Unis en ce moment. Oui, puis le fait que le rapport sorte pas non plus cette semaine, ça a peut-être aussi un rôle à jouer autour du fait qu'on essaie très fort en coulisses d'éviter qu'il y ait des ministres israéliens qui se ramassent là, avec des mandats d'arrestation du côté de la Cour pénale internationale. En fait, c'est lié et c'est deux choses. Et ça fait quelques fois cette semaine que je veux en parler parce que c'est un vrai dossier dont on ne parle pas. On avait un peu soulevé le drapeau la semaine dernière parce qu'il y a une rumeur qui circule, qui est attestée par plusieurs journaux et particulièrement en Israël, que la Cour pénale internationale voudrait peut-être émettre des mandats d'arrestation, je répète, des mandats d'arrestation contre des ministres du gouvernement israélien et peut-être même contre Bibi Netanyahou, le premier ministre, parce qu'il y aurait une violation de certaines lois internationales et qu'en fonction de ça, un peu comme on l'a fait avec Vladimir Poutine sur la question des enfants qui étaient rapatriés de force, enfants ukrainiens qui étaient rapatriés de force, kidnappés, disions-nous, par les forces russes. Et c'est sur la foi de ces accusations que la Cour pénale internationale a décidé d'émettre un mandat, ce qui fait que pour Monsieur Poutine, la vie est difficile. Il y a plein de pays qui sont signataires de la Convention de Rome où il ne peut pas se rendre, où son avion ne pourrait pas s'arrêter pour ravitaillement parce qu'ils seraient, eux, tenus de l'arrêter puisque signataires de cette Convention de Rome. Et alors, on sait que c'est plus qu'une rumeur, c'est une possibilité. Vendredi dernier, le procureur qui instruit ces choses à la Cour pénale internationale a mis en garde toutes les parties en disant il y a des pressions qui s'exercent sur nous pour nous inviter peut-être à repenser à ce qu'on veut faire. C'est pas on comprend là que la justice est sous pression. C'est comme si la mafia, je ne parle pas d'Israël, je ne parle de personne, mais faisons le parallèle, la mafia en Italie qui fait pression sur les juges parce que l'étau se resserre et on menace, ça c'est déjà vu. Alors c'est un peu ce que dit le procureur, sans nommer personne, sans jamais dire d'où viennent les pressions, dit il y a des pressions qui s'exercent sur nous, c'est pas optimal pour rendre la justice internationale si on croit à cette affaire-là. Je rappelle encore une fois, comme on l'a souvent dit, les États-Unis, la Russie, la Chine, Israël n'ont pas signé cette convention de Rome, donc sont pas tenus. La justice internationale sont prêts à l'invoquer, mais pour les autres, rarement pour eux. Surtout dans le cas de ces grandes puissances, je parle surtout des Russes, des Chinois et des Américains, quand on sait qu'ils sont à risque de se déployer, particulièrement les Américains à l'étranger, et qu'ils pourraient être accusés d'avoir violé le droit international. Donc, il n'y a pas question pour eux de dire on est d'accord avec le principe, mais son application, pas vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine? C'est que démocrates et républicains sont très, très, très fâchés. Je dis bien démocrates et républicains parce que quand vient le temps de parler d'Israël, il y a unanimité. C'est correct, il n'y a qu'un seul parti. En matière de relations bilatérales avec Israël, il n'y a qu'un seul parti. C'est les républicains ou les démocrates, mais c'est comme ça que ça se passe. Et très clairement, de façon transparente, un groupe de 15 sénateurs ou 14 sénateurs républicains qui ne s'en cachent pas, on a envoyé une lettre à la Cour pénale internationale et s'il fallait que des mandats d'arrestation soient émis contre nos amis, il y aurait des conséquences graves pour l'institution et pour ceux qui vont mettre en place ou émettre ces mandats. Ça ressemble étrangement à des menaces voilées et pas tant voilées que ça. Ouais, et les Israéliens font très, très, très bien, c'est-à-dire qu'ils jouent toutes leurs cartes, en ont pas appelé à M. Biden directement, peut-être indirectement, mais surtout à leurs alliés au Congrès, au Sénat, à la Chambre des représentants pour dire ça ne doit pas passer. Imaginez ce qui vous guette. Est-ce que de vos soldats pourraient un jour ou de vos généraux être les victimes de mandats d'arrêt qui seraient prononcés, émis contre eux? Attention, ne laissez pas faire.
Alors, soudainement, la justice internationale est dans une situation extrêmement difficile. Est-ce que on va de l'avant? Parce qu'on estime... Alors, peut-être qu'il n'y a aucun mandat qui se prépare. Mais la rumeur circule. En général, les Israéliens sont super bien informés. S'il y a une chose qu'on peut concéder aux renseignements politiques, militaires, stratégiques des Israéliens, c'est qu'ils sont renseignés. Et si les journaux israéliens rendent compte de ça, et aussi aux États-Unis, c'est Axios qui a eu le scoop il y a une dizaine de jours, c'est que ça circule. Mais alors, est-ce que la Cour pénale internationale, devant ces menaces, va s'écraser et dire, ben, le risque est trop grand? S'ils le font, quelle crédibilité l'institution continuera à avoir? Et puis, s'ils le font pas, quel impact pour l'institution? Parce que moi, je pense pas que les Américains vont rester comme moi les bras croisés. Et quels moyens auront-ils pour exécuter ces mandats d'arrestation? Qu'est-ce que ça pourrait signifier pour la liberté de mouvement des ministres visés, s'il y en avait, pour M. Netanyahou? C'est une question qui est vraiment passionnante. Ouais. Je suis pas sûr que je voudrais être, moi, dans le collimateur de la Cour pénale internationale. L'idée de savoir que tu peux être arrêté dès que tu mets un pied quelque part. Mais c'est certainement, en tout cas, un élément de l'actualité dont on parle pas énormément en ce moment, mais qui pourrait être un rebondissement majeur la semaine prochaine, par exemple. Oui, moi je retiens le mot crédibilité parce que c'est déjà quelque chose qui est questionné du côté de la justice internationale. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a un véritable poids, un véritable impact? Disons que ça, c'est un gros test, puis pas à peu près. Stéphane Bureau, merci pour tout. On se retrouve dans le prochain épisode. Bon week-end! Salut.